Le départ des Français, des Européens, puis de l'ONU, a libéré le terrain aux djihadistes qui ont pu avancer plus encore, et on les voit s'approcher de Bamako. Est-ce qu'on peut avoir un attentat demain matin à Bamako, ou un enlèvement demain matin à Bamako? Oui, ils ont cette capacité de rentrer dedans. Il y a quelques jours, la France et d'autres pays occidentaux peu avant elle a recommandé à ses ressortissants de quitter temporairement le pays dès que possible. Pourquoi la situation est-elle compliquée au Mali? Alors la situation est compliquée au Mali parce que depuis l'été, les terroristes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qu'on résume dans leur acronyme arabe de JNIM, ont lancé une nouvelle stratégie qui consiste essentiellement à assiéger littéralement Bamako, à y mettre un blocus et à menacer directement la capitale. Donc dans ce cadre-là, effectivement, ça représente un danger pour les potentiels pour les ressortissants étrangers, et pour les Maliens aussi d'ailleurs. Alors, cette stratégie de djihad économique, c'est comme ça que l'a résumé un think tank africain, elle se développe depuis assez longtemps, mais pendant très longtemps, effectivement, les djihadistes se contentaient de bloquer l'est de Bamako, le nord. Depuis l'été, ils ont coupé deux routes principales qui sont extrêmement importantes, la RN1, qui est une route qui va de Bamako vers Dakar, et une route qui va de Bamako vers la Côte d'Ivoire et vers le port d'Abidjan. Ce sont les deux grands ports qui permettent effectivement de faire venir, d'importer et d'exporter, mais surtout d'importer des choses vers le Mali. Le Mali est un pays enfermé, c'est un pays qui n'a pas de côte, et donc ces deux accès à la mer sont très importants pour l'économie malienne, et notamment pour l'importation des produits pétroliers. Alors, il ne faut pas imaginer que vous avez des grands blocages sur des routes, etc., avec des hommes en armes qui empêchent les uns et les autres. Non, en fait, c'est un phénomène de guérilla qui concerne particulièrement les produits pétroliers, donc les camions-citernes, parce que c'est très facile à viser un camion-citerne, hein. C'est gros, c'est lent, donc il ne faut pas être très nombreux, il suffit d'être des petits groupes, une dizaine de personnes avec des motos qui vont et viennent et qui interceptent un camion, etc. La peur gagne parce que le JNIM menace aussi les chauffeurs, alors il menace aussi les entreprises de transport parce qu'on détruit les camions, donc ça suffit à créer une sorte de vent de panique, et les camionneurs, les sociétés de camions ne prennent plus la route, et donc le pétrole, le carburant, le diesel, l'essence n'arrive plus à Bamako, avec des répercussions énormes puisque au Mali, tout est routier. Donc plus d'essence, plus de transport routier, tout est bloqué. Peut-on s'inquiéter de voir Bamako tomber? J'ai pas de boule de cristal, mais c'est vrai que c'est assez improbable. On a vu au début de la crise en 2012 que les islamistes à l'époque avaient pris des villes, ils avaient eu le plus grand mal à garder. Bamako, c'est une ville énorme, c'est plus de 3,5 millions d'habitants, qui leur est hostile, qui leur est pas favorable. Et par ailleurs, l'armée malienne, contrairement à 2012, est quand même montée en puissance. Elle est capable de combattre dans Bamako, et sur un terrain qui serait plutôt favorable à l'armée malienne, je ne suis pas sûr que les djihadistes tiendraient bien longtemps. Je ne vois pas leur intérêt et je ne pense pas qu'ils ne puissent, donc ils ne veulent probablement pas prendre Bamako. En revanche, faire croire qu'ils peuvent le faire, ça oui. Ils ont une capacité de nuisance maintenant qui s'étale sur l'intégralité du pays. C'est plus ça le vrai danger, parce que contrôler, compte tenu du relatif faible nombre que compte le JNIM, on parle de 6, 8, maximum 10 000 hommes. Bon, c'est un pays qui fait 1,2 million de km², vous ne contrôlez pas un pays avec ça. En revanche, ils sont capables de nuire à peu près sur l'intégralité, au moins les 3/4 du pays, voire un peu plus. Faut-il craindre l'instauration d'un califat? L'instauration d'un califat, comme on a pu le voir à Raqqa, ça semble relativement compliqué. En revanche, la volonté du JNIM de s'en prendre au pouvoir politique actuel ne fait pas beaucoup de doute. L'objectif principal, c'est de semer le chaos. C'est d'être, au bout d'un moment, un interlocuteur absolument incontournable. Si la junte s'effondre, s'il n'y a rien à la place, si l'anarchie s'installe, de toute façon, ça leur sera favorable. Est-ce qu'ils ont envisagé de le remplacer eux-mêmes? C'est compliqué. À un moment, on a envisagé qu'ils avaient, en quelque sorte, vu ce qui s'était passé en Syrie, que le phénomène Al-Shara leur donnait peut-être des idées. Pour l'instant, ça ne semble pas donner suite. On ne voit pas du tout le JNIM changer de méthode, hein. Ils ont encore attaqué récemment au Nigeria, ce qui inquiète ses voisins. Et puis on a vu récemment cette jeune influenceuse qui a été exécutée en place publique pour ne pas avoir suivi les lois de la charia. Donc ils ne sont pas dans une opération de recentrage pour rassurer. En revanche, c'est vrai qu'ils ont changé un certain nombre de choses, et notamment ils essaient d'être plus crédibles vis-à-vis de la population malienne, en tentant de se débarrasser de l'image qu'ils ont d'être un groupe très ethnicisé, essentiellement Peul et essentiellement Touareg, pour devenir un groupe national, et on le voit particulièrement dans le choix d'un porte-parole qui est Al-Bambari, donc qui est un Bambara. Face à cette menace grandissante, comment réagit le pouvoir en place?
Le pouvoir en place réagit comme il a toujours réagi, c'est-à-dire il enchaîne les messages de triomphe, les messages de rassurance, et il enchaîne sur une logique de confrontation à tout crin. Mais il n'a pas tellement de solutions. La junte s'est imposée en pouvoir en disant qu'avec elle, on verrait ce qu'on verrait et que le djihadisme allait être terminé. Et aujourd'hui, s'ils commencent à changer de discours et de rentrer dans la logique qui était celui du régime précédent de négociation, de discussion, c'est leur mort politique. Ils sont dans une forme d'impasse, oui. La dégradation de la situation est-elle concomitante avec le retrait des troupes françaises en 2022 ? Ce qui est certain, c'est que le départ des Français, des Européens, puis de l'ONU, a libéré le terrain aux djihadistes qui ont pu avancer plus encore, et on les voit s'approcher de Bamako. Est-ce qu'on peut avoir un attentat demain matin à Bamako, ou un enlèvement demain matin à Bamako? Oui, ils ont cette capacité de rentrer dedans. Après, est-ce que le départ des Français a permis ça? Oui. Est-ce que le fait que les Français soient restés aurait totalement changé la donne? Ça, c'est nettement moins sûr. Mais on ne peut pas dire que Barkhane avait complètement annulé la menace. C'est pas vrai, la menace, elle avançait moins vite, mais elle avançait. Alors les Russes, oui, les Russes jouent un rôle, sont plus faibles encore que n'étaient les Français et l'ONU, donc c'est un rôle limité. On leur prête un petit peu un rôle dans la capacité à approvisionner Bamako en essence en ce moment. Ils ne sont certainement pas assez nombreux pour changer la donne à eux tout seuls.